Donc maintenant, on va continuer notre travail d'interprétation physique des équations de Maxwell et à travers leur forme intégrale. Ça va aussi nous permettre de dire pourquoi Maxwell-Gauss s'appelle Maxwell-Gauss, d'où vient le nom de l'autre physicien qui a contribué à cette équation. Donc justement, Maxwell-Gauss, commençons par là. Le théorème de Gauss que vous connaissez en électrostatique permet de déduire le champ électrique à travers une surface étant donné une charge. Et puis on peut même remonter avec des considérations de symétrie à l'expression du champ. Donc je vais commencer par un peu, comme vous avez déjà fait sans doute en électrostatique, considérer une distribution de charge. Je considère complètement aléatoire en 3 dimensions. Donc cette charge totale s'appelle QV, V pour volume. Le volume, justement on va noter V, est la surface de ce volume, sigma. Je peux définir un volume élémentaire à l'intérieur de ce volume macroscopique. Je dessine un petit cube que j'appelle donc dV. Et également, je peux définir une surface élémentaire que j'oriente. Donc, le vecteur normal à la surface que j'envoie vers l'extérieur me permet de définir un vecteur de surface élémentaire dsx qui est orienté vers l'extérieur et son orientation est donc selon une direction normale à la surface et vers l'extérieur. Enfin, je peux définir une densité de charge, ρ, en tout point M de l'espace et à tout instant t. Voilà, donc c'est le système que l'on considère. Maintenant, je vais écrire l'équation de Maxwell-Gauss qui peut s'écrire dans un référentiel galiléen n'importe où, n'importe quand. Donc, je sais que la divergence de E, alors au point M à l'instant t, bon, allez, je peux l'écrire pour une fois. S'écrit ρ au point M et à l'instant t sur epsilon 0. C'est une équation locale, au point M en particulier, au voisinage du point M. Je peux maintenant intégrer on intègre sur tout le volume. Donc on intègre sur le volume ce qui fait apparaître une triple intégrale. Divergence de E dV est égal à triple intégrale ρ sur epsilon 0 dV également. Et d'après le théorème d'Ostrogradsky, alors c'est un théorème que l'on va utiliser souvent, je pense que vous allez finir par l'apprendre par cœur, mais ce n'est pas exigible. Si jamais vous en avez besoin, je vous le rappellerai. Alors c'est un théorème
je détaillerai dans un formulaire mathématique qui permet de relier une triple intégrale sur un volume d'Ostrowgrad ski, une triple intégrale sur le volume en intégrale double sur une surface. Donc, cette divergence de E dV va s'écrire comme une intégrale sur sigma. Donc, c'est une intégrale sur une surface fermée. En fait, c'est une intégrale sur la surface qui enveloppe le volume. Donc, il n'y a pas de discontinuité au niveau de cette surface. C'est une surface fermée. Il n'y a pas de trou. E ds x. Donc, le théorème d'Ostrowgrad-Ski me permet d'écrire ce terme de gauche avec cette intégrale sur la surface. Et à droite, c'est beaucoup plus simple en fait, puisque l'intégrale de la densité volumique de charge sur tout le volume, c'est simplement la charge totale, c'est-à-dire la charge contenue dans le volume, que je note QV, et il reste le epsilon 0. Et on reconnaît l'équation de Maxwell-Gauss que vous avez déjà utilisée en électrostatique et qui est rappelée dans l'encadré du 2.2.1. Et vous voyez que du coup, on n'a jamais parlé de stationnarité. Notamment parce qu'il n'y a aucune dérivée partielle temporelle dans l'équation de Maxwell-Gauss. Et donc, on n'a jamais besoin de faire d'hypothèse de stationnarité. Et donc, le théorème de Gauss démontré dans le cas statique l'an passé en outil mathématique pour la physique reste valable en régime variable. C'est le même. Et l'origine, si vous voulez, microscopique de cette propriété, c'est que l'équation divergence de E égale ρ sur epsilon 0 est la même en statique qu'en variable. Donc ça, c'est pour le théorème de Gauss. En électrostatique, son analogue en magnétostatique, c'est le théorème d'Ampère. Alors, on va voir que le théorème d'Ampère doit être généralisé dans le cas variable. Le cas stationnaire étant un cas particulier, on peut le pressentir puisque dans l'équation de Maxwell-Ampère, il y a une dérivée partielle par rapport au temps du champ électrique à travers le courant de déplacement. Donc, on aurait pu s'en douter et on va le démontrer maintenant. Donc, un peu similaire au théorème de Gauss, je vais considérer des courants. Alors, un courant qui va faire comme ceci. Un autre qui va arriver comme ça. Oups. Je vais les enlacer. J'aurais dû faire ça avant. Alors, ce que j'ai dessiné, c'est donc deux courants électriques, I1 qui va vers le haut, I2 qui va vers le bas, et je les ai enlacés avec un contour fermé, C, que j'oriente comme suit.
On peut même, si vous voulez, ajouter un troisième courant, du coup, qui n'est pas enlacé, qui arrive comme ça, au voisinage, mais qui n'est pas enlacé dans le contour C. L'orientation de ce contour me permet de définir une surface orientée qui s'appuie sur ce contour. Alors, il s'agit de la règle de la main droite qui va nous permettre d'orienter ce contour. Donc, rappelez-vous, en magnétostatique et l'application du théorème d'Ampère, il est important, lorsque vous choisissez l'orientation du contour, de bien orienter la surface qui s'appuie sur le contour. Alors, je vous rappelle, mais c'est pas facile sans vous faire le geste. Imaginez le contour, donc qui est plutôt circulaire, et vous l'enveloppez avec votre main droite dans le sens de la flèche. Donc vous l'enveloppez et vos doigts font le tour comme si ils s'enroulaient autour d'une tasse ou d'un verre. Ensuite, ce sens d'enveloppement fait que lorsque vous ouvrez votre pouce, il doit être vers le haut, si vous avez pris votre main droite. Donc c'est ça que j'appelle règle de la main droite, qui me permet de définir le vecteur surface par rapport à l'orientation du contour. Donc je rappelle que la surface, ce vecteur surface en norme, c'est l'aire de la surface qui repose sur le contour, et son orientation est choisie par la règle de la main droite une fois qu'on a choisi l'orientation du contour. On va donc partir de l'équation de Maxwell-Ampère. Qui dit que rotationnel de B, alors je ne vais pas écrire au point M à l'instant T, encore une fois, est égal à mu0 J plus JD en facteur. Et je rappelle que JD, le courant de déplacement, c'est epsilon 0 d rond E sur d rond T. On va faire la même chose. On va intégrer sur une surface sigma, qui est une surface qui s'appuie sur le contour fermé et orienté C. Donc ça peut être n'importe quelle surface. Alors, voilà, là j'ai dessiné un dôme par exemple qui s'appuie dessus, mais on aurait pu choisir, je ne sais pas, un cylindre, ce que l'on veut, mais qui s'appuie sur le contour C, qui est un contour fermé et orienté. Donc de façon similaire à ce que l'on a fait avec Maxwell-Gauss, on va faire une intégration sur sigma de rotationnel de B pas très propre, rotationnel de B ds est égal à du coup l'intégrale mu0 J ds, et je vais déjà scinder l'intégration sur les deux termes. Par linéarité de l'intégrale. ds, c'est un vecteur élémentaire
de sigma. Donc, la même chose, on va utiliser non pas le théorème d'Ostrogradsky ou le théorème de Green-Ostrogradsky, on va utiliser le théorème de Stokes, qui est plus approprié, qui va permettre de transformer une intégrale double sur une surface d'un rotationnel en une intégrale simple sur un contour. C'est le théorème de Stokes et qui permet d'écrire que l'intégrale sur une surface de rotationnel de B scalaire ds, c'est l'intégrale simple sur un contour sur lequel s'appuie la surface. Donc ici, ça va être C. B scalaire dl, où dl, ça va être un vecteur élémentaire, mais dans le même sens. Je pourrais peut-être choisir une autre couleur, juste pour être plus évident. dl, un vecteur élémentaire qui est tangent au contour. Ça, c'est égal à... je vais sortir le mu0. Hein. L'intégrale sur sigma de J scalaire ds plus mu0, l'intégrale sur sigma de JD scalaire ds. Et on identifie oui. Alors, je vais prendre en orange. Ici, on a le courant qui traverse le surface. On a en fait J scalaire ds. Quand on a un vecteur densité de courant scalaire ds et qu'on intègre sur une surface, on a un flux. Et un flux de courant électrique s'appelle courant. Et donc, on a IT qui sera du coup la somme I1 moins I2 parce qu'ils ne sont pas dans le même sens, d'où le signe moins. Et on peut définir du coup un courant ID, un courant de déplacement qui, alors, son interprétation n'est pas aisée puisqu'on ne voit pas comment se manifeste le champ électrique sur le schéma où j'ai dessiné juste I1, I2 qui pourrait être deux fils par exemple. Mais c'est en lien avec une variation temporelle du champ électrique. Donc si on était en régime stationnaire, ID n'existerait pas, il serait nul, parce que la variation de E par rapport au temps serait nulle. Mais ce n'est pas le cas dans le régime variable, on a ce deuxième terme, et c'est pour cela qu'on parle, dans l'encadré ici en bas de la page 6, de théorème d'Ampère généralisé. L'équation de Maxwell-Ampère permet de démontrer le théorème d'Ampère généralisé, comme dans l'encadré ici. On a la circulation de B sur le contour fermé et orienté, qui est égal à mu0 I, I étant la somme des courants traversant le contour, ou qui sont enlacés par le contour, plus un deuxième terme qui n'existe pas dans le cas stationnaire, qui est le courant de déplacement. Donc attention, le théorème d'Ampère vu en magnétostatique n'est pas variable en régime variable, dans le cas général. Il faut le généraliser et prendre en compte ce courant de déplacement. Et donc voilà, en haut de la page 7, je fais le lien avec le régime stationnaire,
puisque l'équation locale en régime stationnaire rotationnel de B égale mu0j n'est pas le même, en fait c'est une équation modifiée en régime variable, du coup l'équation macroscopique n'est pas la même. Donc le théorème d'Ampère doit être généralisé. Sinon, en fait, elle est incompatible avec la loi de conservation de la charge. On reviendra dessus en TD. Ok, donc on a fait Maxwell-Gauss, Maxwell-Ampère. On continue avec le théorème du flux magnétique qui va se déduire, sans trop de surprise, de l'équation Maxwell-Flux. Donc, comme précédemment, je vais considérer un volume macroscopique, V. Je note sigma, la surface qui s'appuie sur ce volume, qui l'enveloppe. Un volume élémentaire dV à l'intérieur de ce système. Et comme précédemment, un vecteur surface élémentaire orienté vers l'extérieur qui sort de ce volume. Alors, on ne suppose rien sur la présence de charge ou de courant. Donc, présence, il peut exister des charges ou des courants ou non. Donc on ne suppose rien sur la présence de charge ou de courant. L'équation de Maxwell-Flux permet d'écrire que la divergence de B localement, alors je peux réécrire pour changer, M et T, donc c'est une équation locale qui s'écrit au point M et à un instant T, est égale à 0. Ça c'est vrai tout le temps. On va l'intégrer du coup sur la surface, sur le volume V, divergence de B, est égale à 0. Et donc de même, on va exploiter le théorème d'Ostrogradsky qui permet d'écrire que l'intégrale sur la surface fermée de B scalaire ds(x) est nulle. Donc, je rappelle, le théorème d'Ostrogradsky permet de transformer une intégrale sur un volume d'une divergence en une intégrale sur une surface fermée. Et vous remarquez que cette intégrale sur la surface fermée c'est phi, alors je note en indice B, c'est-à-dire le flux de B à travers sigma. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation du flux magnétique. On a ce flux à travers la surface fermée qui est nul. Ça veut dire que le flux est conservatif.
dire autrement, ça veut dire que s'il y a un champ magnétique entrant quelque part dans ce système, à travers cette surface, eh bien, il doit également en ressortir. On ne peut pas avoir une accumulation de champs magnétiques quelque part. Il y a une conservation de flux, donc autant de champs magnétiques qui rentrent que qui sortent. C'est ce qu'on appelle la conservation de flux magnétique. Lien avec le régime stationnaire, comme avec Maxwell-Gauss, on n'a fait aucune supposition sur l'aspect stationnaire du problème. Donc tout ce que l'on a écrit là est vrai dans le régime variable et en particulier au régime stationnaire. Et donc le caractère conservatif du flux magnétique est une propriété universelle valable en régime variable quelconque. Et donc c'est une propriété très importante pour le champ magnétique, le fait qu'il soit à flux conservatif à travers n'importe quelle surface fermée. Et il reste une quatrième équation de Maxwell dont on va intégrer l'équation de Maxwell-Faraday. Donc l'équation de Maxwell-Faraday permet de démontrer la loi de Faraday. On reviendra en fin de... c'est les derniers chapitres, l'induction. Pour exploiter l'équation de Maxwell-Faraday, ici je veux simplement vous montrer qu'on arrive à une équation macroscopique à partir d'une équation microscopique. Donc en fait, on va faire de même qu'avec l'équation Maxwell-Ampère. On va choisir un contour fermé, orienté C, une surface sigma qui se repose dessus, et le fait d'avoir choisi l'orientation du contour nous impose l'orientation du vecteur surface. Donc, il peut y avoir des courants ou non. Et on ne suppose rien sur la présence de courant ou de charge. Maxwell-Faraday, du coup, s'écrit rotationnel de E est égal à moins d rond B sur d rond T. Je multiplie scalairement par ds et j'intègre sur sigma une surface quelconque qui s'appuie sur le contour fermé et orienté. Scalaire ds est égal à moins d rond B sur d rond T. Et donc, le terme de gauche, on va encore le simplifier grâce au théorème de Stokes. Le théorème de Stokes qui va permettre de transformer cette intégrale sur une surface en une intégrale simple sur un contour fermé. C de E scalaire dl. Si vous voulez, je refais ce même code couleur pour souligner. Il faut bien sûr que dl, alors c'est un vecteur élémentaire, il est tangent au contour et dans le même sens que l'orientation du contour. Et à droite, il y a le signe au moins, et je vais sortir la dérivée partielle de l'intégration, et ça devient donc une dérivée droite.
Et il reste du coup l'intégrale sur sigma B scalaire ds. Ici, vous reconnaissez, comme précédemment, le flux du champ magnétique à travers la surface sigma. Si vous voulez, je note phi B, mais il faut juste être cohérent, du coup, là, c'est un phi B. J'ai pas fini. Ce terme-là, on l'appelle petit e, c'est la force électromotrice induite. Bon. Et ici, phi B, le flux. Donc, pour l'écrire de façon plus réduite, on a la force électromotrice induite qui est égale à moins d phi sur dt. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Faraday, et c'est une loi essentielle en induction. Ça permet de comprendre comment marchent les moteurs électriques, comment exploiter le freinage par induction, les plaques à induction. Tout passe par cette loi macroscopique ici. Donc voilà, les 4 équations de Maxwell, on les a intégrées et on a trouvé 4 équations macroscopiques. Donc je disais en introduction qu'il peut y avoir 2 démarches dans un cours d'électromagnétisme. Soit on part des équations de Maxwell pour remonter aux propriétés et exploiter les équations de Maxwell. C'était le choix dans ce cours. Il y a l'autre choix qui peut être chronologique. Et en fait, ces lois macroscopiques sont plus faciles d'accès intellectuellement que les lois microscopiques. Et donc en fait, Faraday avait déjà travaillé sur l'induction et avait déjà obtenu ce genre de loi. Gauss avait le théorème de Gauss, Ampère le théorème d'Ampère. D'un point de vue macroscopique, avant que Maxwell n'élabore les lois microscopiques. Et donc, on voit qu'on les retrouve de cette façon-là, à partir des équations de Maxwell. Et ça montre du coup que le travail de Maxwell est tout à fait cohérent avec ses prédécesseurs. On retombe sur les résultats qui étaient bien connus à l'époque. Et donc, en hommage à ces travaux antérieurs, on distingue les équations de Maxwell avec les noms des autres physiciens. Maxwell, Gauss, Ampère, Faraday. Oui, j'ai oublié de faire ça en haut de la page 7. Je fais le lien avec le régime stationnaire. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est bon. Donc, page 8. On va travailler sur d'autres propriétés. On va pouvoir extraire d'autres informations des équations de Maxwell en travaillant sur les potentiels vecteurs et scalaires. Alors, l'existence de potentiels vecteurs et scalaires vient de théories mathématiques. C'est l'analyse vectorielle qui stipule qu'il existe des potentiels étant donné les équations. Donc, je précise, en commençant par le potentiel vecteur. Alors, divergence de B égale 0, stipule que l'analyse vectorielle indique qu'il existe un vecteur A tel que B égale rotationnel de A.
Donc, je vais juste écrire, et on va pas le démontrer d'un point de vue mathématique. Vectoriel stipule qu'il existe des potentiels. Donc pour le potentiel vecteur, je répète, si divergence de B égale 0, alors l'analyse vectorielle indique qu'il existe un vecteur A tel que B égale rotationnel de A. Alors est-ce que c'est cohérent? Je marque, ce n'est pas une démonstration, c'est simplement une vérification de compatibilité. Avec Maxwell flux. Divergence de rotationnel de A est égale à 0. Comme on a vu tout à l'heure, divergence de rotationnel est nulle pour tout vecteur A. De même pour le potentiel scalaire du coup. Alors le potentiel scalaire existe étant donné l'équation de Maxwell-Faraday. L'équation de Maxwell-Faraday. E égale moins gradient de V, V étant le potentiel scalaire, moins d rond A sur d rond T, A le potentiel vecteur. Donc, c'est quelque chose qui est compatible avec Maxwell-Faraday. En effet, rotationnel de E, si je définis V et A tel que E égale moins grade de V moins d rond A sur d rond T, on obtient en remplaçant rotationnel de moins gradient de V moins d rond A sur d rond T. C'est-à-dire moins, alors j'utilise la linéarité de l'opérateur, rotationnel de gradient de V, moins des rot de A sur des rond T. Et là, de même que divergence de rotationnel est nulle, rotationnel de gradient est également nul. On peut le démontrer mathématiquement. On a une analyse vectorielle, mais on ne va pas le faire ici. C'est nul pour tout scalaire V. Et par définition du potentiel vecteur, rotationnel de A, c'est B. Donc c'est compatible avec l'équation de Maxwell-Faraday. Donc je répète, l'existence de ces potentiels vecteurs, c'est mathématique, étant donné la forme des équations de Maxwell. Et ici, j'ai simplement voulu montrer une compatibilité avec les équations de Maxwell pour vous faire travailler un peu l'analyse vectorielle. Alors, également d'un point de vue mathématique,
il y a une propriété qui découle de cette existence de potentiel. Les potentiels existent, mais ne sont pas uniques. En effet, il existe une infinité de couples de potentiels A et V, tels que B égale rotationnel de A et E égale moins gradient de V moins d rond A sur d rond T. Et le couple de potentiels A et V n'étant pas défini de façon unique, on peut rajouter une relation entre ces deux potentiels qui va permettre de les fixer. Et donc choisir un couple unique parmi cette infinité. Et cette relation est appelée condition de jauge. Il existe plusieurs conditions de jauge, en fait une infinité, mais vous allez voir qu'on choisira la plus adaptée au domaine d'étude et en réalité on utilise peut-être 3 ou 4, même 2 ou 3 dans ce cours. Et la transformation permettant de changer les couples de potentiel, c'est-à-dire passer d'une jauge à l'autre, ici passer du couple sans tilde au couple avec tilde, se nomme transformation de jauge. Alors, soit lambda majuscule, une fonction scalaire quelconque alors le champ B reste inchangé par la transformation A qui donne A' est égal à A, le A d'origine plus gradient de lambda. Donc on peut changer de potentiel de A à A' en ajoutant un gradient de lambda où lambda est une fonction scalaire quelconque. Et ça ne va rien changer d'un point de vue champ magnétique. En effet, calculant le nouveau champ magnétique, car B' est égal à rotationnel de A' est égal à rotationnel de A plus rotationnel de gradient de lambda est égal à, comme précédemment, rotationnel de gradient de n'importe quoi fera toujours 0. Et rotationnel de A, c'est le B. Donc on a B' égale B. Le champ magnétique est inchangé par ce changement de potentiel, donc par cette transformation de jauge. Ok pour le champ magnétique, mais pour le champ électrique maintenant. Pour que E reste inchangé également, et il faut qu'en faisant V devenant V', on enlève d rond lambda sur d rond T. En effet,
car E' est égal à moins gradient de V' moins d rond A' sur d rond T. Et ça, c'est égal à donc V', c'est moins gradient de V, moins ça fait plus, d rond sur d rond T de gradient lambda. Il reste d rond A' sur d rond T avec un moins devant. Donc je remplace, A' c'est A plus gradient de lambda, donc j'ai moins d rond A sur d rond T, moins d rond sur d rond T de gradient de lambda. Et donc, nous sommes chanceux d'avoir disparition des termes avec gradient de lambda, une simplification, et il reste moins gradient de V, moins d rond A sur d rond T, et donc E. Donc, avec cette opération V' égale V moins d rond lambda sur d rond T, on a également une invariance du champ électrique. E' est égal à E. Alors, on admet que cette liberté de choix permet toujours de choisir A et V tels que divergence de A plus mu0 epsilon 0 d rond V sur d rond T est égal à 0. Je souligne, c'est ce qu'on appelle la condition de jauge de Lorentz. Donc, ça veut dire que les potentiels vérifiant cette égalité vérifie la jauge de Lorentz. Donc il y a d'autres jauges. On peut... il y a une infinité de jauges a priori. Là, si les potentiels choisis vérifient cette condition de jauge de Lorentz, eh bien on va dire qu'on travaille dans la jauge de Lorentz. Et on va voir que la jauge de Lorentz revient assez souvent. Donc j'ai laissé une grande place ici. Bon, vous pouvez l'utiliser pour prendre des notes. La suite de ce travail sur les potentiels nous mène à l'équation de Poisson. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'équation de Poisson
en régime stationnaire qui est modifié du coup en régime variable. Donc on considère une distribution de courant et de charge volumique décrite par le champ de scalaire et de vecteurs ρ et j. L'équation de Poisson pour V s'écrit Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0 moins d rond divergence de A sur d rond T. Donc ce qui change en fait par rapport au cas stationnaire, c'est le deuxième terme avec la divergence de A. On voit aisément qu'en régime stationnaire, ce deuxième terme disparaît. On va le démontrer. On va partir, comme d'habitude, d'une équation de Maxwell. Ici, il convient de prendre l'équation de Maxwell-Gauss. Et donc, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Et E, si je remplace par son expression avec les potentiels, j'ai divergence de moins gradient de V moins d rond A sur d rond T. Linéarité de la divergence me permet de séparer les deux termes. Divergence de gradient de V avec un moins devant, moins d rond divergence de A sur d rond T. Et j'ai toujours ρ sur epsilon 0. Divergence de gradient, c'est laplacien. Donc ça, c'est un résultat d'analyse vectorielle. Tous ces résultats d'analyse vectorielle, je répète, vous n'avez pas à les connaître par cœur. Ces formules seront rappelées au besoin dans les TD et dans les examens, dans les exercices, quoi. Donc, Laplacien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0 moins d rond divergence de A sur d rond T. Donc, on voit bien qu'en régime stationnaire, on retombe sur l'équation connue, Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0. Mais on peut y arriver autrement, en fait, à ce cas connu. C'est si on impose que la divergence de A égale 0. Si divergence de A égale 0, de toute façon, ce terme va s'annuler. Et on va retomber sur l'équation de Poisson que l'on connaît du régime stationnaire. Et on peut le faire puisqu'on a la liberté de choisir les potentiels. On peut choisir divergence de A égale 0. Et on impose une jauge du coup. C'est ce qu'on appelle ce choix d'imposer le potentiel vecteur divergence de A égale 0. C'est ce qu'on appelle la jauge de Coulomb. Et permet d'écrire Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0. Ok. L'équation de Poisson maintenant existe également pour le potentiel vecteur A.
En régime variable, le potentiel vecteur A est solution de l'équation de Poisson qui est donnée dans l'encadré ici. Donc tout de suite, plus complexe. Pour y arriver, pour démontrer cette équation de Poisson, on va faire de façon analogue à l'équation de Poisson pour V. Mais on va partir non pas de Maxwell-Gauss, mais de Maxwell-Ampère. Donc, rotationnel de B, que je remplace directement par A. Donc, rotationnel de A. C'était égal, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, à mu0 J plus mu0 epsilon 0 d rond sur d rond t moins gradient de V moins d rond A sur d rond t. Et alors, rotationnel de A, en analyse vectorielle, on peut montrer que c'est égal à gradient de divergence de A moins le Laplacien de A. Donc c'est une formule que vous n'avez pas à connaître par cœur, bien que après l'avoir écrit 50 fois, je pense que vous allez le connaître. Je continue, mu0 J. Et ce que je vais chercher à faire, ça va être du coup de distribuer cette dérivée par rapport au temps sur les deux termes. Donc j'ai mu0 epsilon 0. Et alors, je peux également entrer la... Attendez, oui, non, je vais mettre le signe moins là. Gradient de d rond V sur d rond T. Et moins, j'ai une dérivée seconde ici. Qui intervient. Et maintenant, ce que je vais chercher à faire pour finir, ça va être de regrouper tous les termes du gradient ensemble. Donc d'un côté, je vais écrire en fait comme dans l'encadré, hein, d'un côté le Laplacien de A, et le reste à gauche, donc je dois changer les signes. Plus... Ah, oups, j'ai oublié... Ouais, mu0, epsilon 0. Donc plus... cette dérivée seconde, plus un gradient qui contient alors deux termes. Le premier, mu0, epsilon 0, d rond V sur d rond T, plus divergence de A. Et alors là, ce que vous remarquez dans le gradient, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est la condition de jauge de Lorentz. Donc, ce terme ici s'annule si jauge de Lorentz.
Donc, suivant les cas, on voudra simplifier l'équation de Poisson du potentiel vecteur ou du potentiel scalaire. Et on travaillera dans la jauge de Lorentz ou dans la jauge de Coulomb. Ça nous permet, même en jauge de Lorentz, on n'est pas ramené au cas du régime stationnaire, puisqu'il y a la dérivée seconde du potentiel vecteur A. Donc en fait, en régime stationnaire, on va avoir annulation de toutes les dérivées temporelles et il va rester, comme c'est écrit en bas de la page 10, Laplacien de A égale moins mu0j plus gradient de divergence de A. Ce qui correspond bien au cas particulier indépendant du temps de l'équation générale en régime variable. Cette équation se simplifie en utilisant la jauge de Coulomb, divergence de A égale 0, et devient Laplacien de A égale mu0j. Donc en fait, le Laplacien de A, cette dernière formule en bas de la page 10, s'obtient en régime stationnaire et avec la jauge de Coulomb. Donc tous ces résultats, vous n'avez pas à les connaître par cœur. Ici, c'est typiquement le genre de choses que vous devez savoir retrouver. Vous devez savoir, si on vous dit de travailler dans la jauge de Coulomb, pouvoir retrouver ceci en régime stationnaire, etc. Ce ne sont pas des résultats à connaître par cœur.